Rêvez pas, Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. En ce 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes, nous avons choisi de nous interroger sur la maternité. Dans notre société, l'identité sociale des femmes est fortement liée à leur possible maternité et à leur faculté ou non à être mère ou à porter des enfants. D'ailleurs, la polémique récente autour de la création d'un emoji montrant un homme transgenre enceint montre bien combien l'imaginaire collectif associe les corps de femmes à la maternité et en particulier à la grossesse. Dans Kiffe ta race, nous avons déjà évoqué la puissance des mères des quartiers populaires avec Fatima Wassak et régulièrement, Grace évoque ses enfants et les questions que sa maternité soulève d'un point de vue racial. Vous avez peut-être remarqué que je ne parlais jamais des miens. Pour une raison simple, je n'en ai pas. Et je ne souhaite pas en avoir. C'est de ces choix dont nous aimerions vous parler aujourd'hui. Vous le savez, la coutume dans Kiffe ta race, c'est de demander à nos invités si elle ou il se situe racialement. Donc comme aujourd'hui, Rokhaya et moi sommes nos propres invités. Donc Rokhaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique. Et pour cet épisode, il nous semble important de rappeler que nous sommes toutes deux femmes hétérosexuelles, cisgenres et considérées comme valides. Et par ailleurs, nous sommes l'une et l'autre dotées d'un certain capital culturel, matériel et social. Alors, il y a marqué entre parenthèses « bourgeoise ». Oui, je pense que c'est aussi de cet endroit qu'on parle. Et c'est important de le préciser qu'effectivement, la question de la maternité se pose dans des termes assez particuliers quand on est des femmes hétérosexuelles de notre statut social. Donc, on ne va pas se mentir non plus sur le luxe qu'on a de pouvoir en débattre pendant ces quelques minutes au cours desquelles vous serez avec nous. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de parler de ce thème sont nombreuses. Avant de les énoncer, j'aimerais quand même rappeler combien notre réflexion sur les choix relatifs à la maternité doit aux femmes dont la filiation a été historiquement stigmatisée, en particulier les femmes lesbiennes, queer et trans. Questionner la maternité, c'est aussi questionner l'hétéronormativité et la norme binaire. Et ce sont les personnes LGBTQIA+, qui ont toujours été aux avant-postes sur ces questions. Donc on ne va pas évidemment questionner la non-binarité dans cet épisode, mais vraiment interroger tout ce que ces questions soulèvent, notamment d'un point de vue racial. Et donc, c'est un sujet intéressant parce que le choix de ne pas avoir d'enfants est un choix socialement extrêmement marginal. J'ai découvert qu'il y avait moins de 5% de la population qui était explicitement non désireuse d'avoir des enfants. Et forcément, c'est une question qu'on se pose dans l'époque moderne puisque c'est un moment de l'histoire où on a la possibilité de choisir ou non d'avoir des enfants du fait des nombreux moyens que la science a mis à notre disposition, du choix d'être parent biologiquement ou pas biologiquement, d'avoir recours à d'autres corps. Enfin, ce sont des questions qui sont extrêmement nouvelles et donc qui nous place dans une position très très récente de pouvoir dire je veux des enfants ou je ne veux pas des enfants. La question, en fait, elle m'est survenue... en tout cas, c'est une question personnelle que j'ai réglée, mais dont j'ai décidé de parler parce qu'en fait, récemment, j'avais une conversation avec une jeune cousine. On parlait de maternité et je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas du tout au courant du fait que je ne voulais pas d'enfant. Et en fait, quand je lui ai dit que je ne voulais pas d'enfant, elle m'a dit « C'est la première fois que j'entends une femme sénégalaise dire qu'elle ne veut pas d'enfant. » Et elle était vraiment éberluée et je me suis dit j'ai réfléchi, je me suis dit ça que dans l'espace public il n'y a pas énormément de... Bon, déjà, il y a très peu de femmes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Il n'y a pas énormément de femmes, en fait, qui ont... dans mon profil, on va dire, socio-ethnique et culturel, et qui assument, en fait, ce fait-là. Et je me suis dit peut-être que c'était important, en fait, de pouvoir l'évoquer pour qu'on puisse, effectivement, parler de cette pluralité de femmes qui peuvent exister. Et j'ai conscience du fait que je suis dans une situation, aujourd'hui, je peux me permettre de ne pas en avoir parce que je peux m'affranchir d'un certain nombre de pressions qui sont assez fortes et qui, parfois, ne laisse pas forcément le loisir aux femmes d'avoir des enfants. Et je pense aussi que le terme de désir est important, qu'on désire avoir des enfants ou qu'on ne désire pas en avoir, parce que du coup, ça nous permet aussi de nous placer au centre de cette question et de ce questionnement. Mais je suis très contente d'avoir cette discussion avec toi, parce que c'est pas un sujet qu'on aborde dans nos discussions intimes, c'est-à-dire en dehors du podcast, c'est pas un truc qu'on aborde. Enfin, moi, je sais que tu n'as pas d'enfants, tu sais que j'ai des enfants, et puis je te parle de mes enfants, tu me parles de ce que tu fais sans tes enfants, sans les enfants que tu n'as pas. Et voilà. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, tout en se connaissant, j'ai l'impression de ne pas avoir posé cette question avant, ou bien de ne pas... En fait, moi, en plus, en tant que femme ayant des enfants,
j'ai à cœur de ne pas toujours ramener mes trucs sur mes enfants quand je parle à des personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce que, en fait, ça t'intéresse pas. En fait, quelle taille de culotte j'achète pour ma fille? Ou si oui ou non, il faut que je lui achète des brassières ou bien des soutiens-gorge. Voilà, ou pas du tout. Enfin, et donc, moi, je réserve c'est tout ce qui était désir d'enfant ou bien vie familiale à une autre sphère de ma vie, des gens que je pense que ça intéresse ou bien qui vivent la même vie, ou qui ont des conseils à me donner ou qui voudraient écouter ce que je dis. Et donc, c'est intéressant en ce 8 mars de célébrer à la fois, questionner et célébrer à la fois les femmes qui font ce choix de ne pas et des femmes qui font le choix de le faire. Et avant de commencer à rentrer dedans, il y a une question terminologique qu'on aimerait traiter et évacuer. En termes de vocabulaire, on parle des personnes sans enfants, et donc le sans, ça indique comme un manque, donc c'est pas forcément une terminologie idéale. On parle aussi de nullipare, alors ça c'est vraiment... C'est un terme scientifique, c'est le terme médical, en fait, ça. Ouais, gynéco, en fait, voilà, c'est le terme qui désigne les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc, quand t'arrives et que tu vas accoucher, on te dit, vous êtes une nullipare, mettez-la dans la pièce des nullipares. C'est ça, et donc, pour tous les trucs que tu dois faire, pose de stérilet, etc., il y a apparemment un enjeu entre le fait d'avoir enfanté ou de ne pas avoir enfanté, physiquement, en tout cas. Évidemment, donc, l'idée du zéro, et puis du préfixe nul... C'est vraiment pas top. Ça fait, quand tu dis que t'es nullipare, tu te dis pas que tu vas gagner dans la vie, que tu vas avoir une super vie, quoi. Tu sais, le côté nul, comme ça, c'est pas... En anglais, il y a le mot childless et aussi le terme child-free qui sont très différents. Donc, childless, ce sont les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Et child-free, c'est le terme qui désigne la volonté de ne pas avoir d'enfants. Donc, il y a une question d'activement de ne pas vouloir d'enfants. Oui, en fait, dans childless, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est vrai qu'il y a un côté, c'est un peu comme sans enfants en français. Et child-free, c'est vraiment des gens qui le revendiquent, en fait, de manière presque militante, de dire, voilà, on veut pas d'enfants. Après, moi, c'est ça que je suis un peu prudente, parce que le côté free, il y a un côté, c'est comme si les enfants, c'était des espèces de chaînes, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Enfin, je trouve que c'est un peu stigmatisant pour les parents, du coup. Il y a un côté, genre, t'as des boulets aux pieds, et nous, on s'est libérés, on est passé à une autre étape, tu vois, qui est la libération ultime, alors que c'est pas ça. Mais bon, je trouve que... Mais malgré tout, je préfère child-free à childless. C'est un peu comme avec le mot care, donc qui n'existe pas en français. Donc le mot care qui représente le soin. Il y a careful, donc ça veut dire quelqu'un qui est careful, c'est quelqu'un qui est attentif, et il y a le careless qui signifie en fait les couilles, quoi, en fait. tu fais des erreurs et tout ça, négligence, quoi. Et il y a le carefree qui est l'insouciance, donc comme si tu t'étais libéré de quelque chose, et donc ça on le retrouve dans ces suffixes là quand tu les traduis en français. Et il y a aussi ce terme alors sans vol, on dit comme ça, donc, moi je l'ai lu, donc je pense qu'on dit sans vol. C'est assez joli, sans vol, donc personne sans enfant volontairement, donc c'est comme une sorte de avec les premières lettres de chaque mot, quoi. Exactement, avec le EN de enfant et le VOL de volontairement. De Charlotte de Best. C'est une sociologue, en fait, elle a créé ce terme parce que c'est une femme dont on parlera de son livre à la fin, mais qui a vraiment beaucoup, beaucoup étudié les personnes qui avaient choisi de ne pas avoir d'enfants. Et j'aime bien ce truc sans vol, côté un peu poétique. Rocailla sans vol. Mais ça rejoint l'idée du boulet quand même. Et je trouve que c'est important aussi parce que c'est vrai que du coup, l'image de la femme noire, c'est vraiment une image qui est hyper maternelle. Tu vois, les femmes noires, elles sont vraiment perçues comme étant intrinsèquement maternelles. C'est la mère par excellence. C'est tu vois, historiquement, pour plein de raisons, les femmes noires ont été amenées à s'occuper des enfants des autres. C'est souvent l'image de la nounou africaine, dont on imagine qu'elle va très bien s'occuper des enfants parce qu'elle a quasiment un don. Ce sont les femmes aussi dont on imagine qu'elles ont souvent une descendance très abondante. D'ailleurs, on se souvient, on en a parlé ici d'Emmanuel Macron sur les propos qu'il avait sur les femmes africaines qui feraient trop d'enfants et qui seraient la raison de la pauvreté en Afrique. Donc c'est une image qu'on associe aux femmes africaines, mais aux femmes aussi afrodescendantes, et donc qui sont aptes à s'occuper de la descendance de toutes les autres femmes qui composent l'humanité. Et donc se poser comme une femme noire non désireuse c'est aussi pas d'enfance, parce que j'ai eu une enfance quand même. Et c'est aussi se créer une image qui n'existe pas en fait dans l'imaginaire collectif. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes noires n'existent pas en dehors de leur capacité à materner, à faire plaisir aux autres, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, à nettoyer, à soutenir en fait le reste des autres personnes. Et du coup, je trouve qu'on a du mal à les percevoir comme des personnes qui se concentrent sur leur propre destinée et qui finalement font un choix qui est
liées à ce qu'elles considèrent comme étant leur bien-être. Il y a cette image aussi de la femme potomitan, donc c'est une expression qu'on retrouve dans les Antilles françaises, qui est la femme qui est centrale. En fait, le potomitan, c'est le poteau qui est au milieu d'un logement, en fait, et donc qui soutient l'ensemble du foyer. Et c'est évidemment une image qui existe, qui est liée à l'histoire de l'esclavage, qui a placé les femmes dans une position de soutien, en fait, de groupes familiaux. Et c'est vrai que ce sont des femmes qu'on a beaucoup valorisées dans l'imaginaire collectif de la Guadeloupe, de la Martinique. Mais c'est vrai que c'est aussi une image qui est un peu oppressive. Et cette image de la femme noire très forte, qui peut tout faire, qui peut soutenir des familles très nombreuses et en être le centre, c'est une image qui a été vraiment très, très popularisée dans l'imaginaire collectif. Donc ça, je trouve que du coup, c'est important de montrer aussi autre chose. Et puis, en plus d'être une femme noire, je suis une femme musulmane. Donc la femme musulmane, c'est aussi une femme qu'on imagine, pour plein de raisons, très dans l'hétéronormativité classique et donc dans forcément une destinée maternelle, puisque c'est forcément... Enfin, c'est des femmes qu'on imagine en fait beaucoup plus sujettes au patriarcat et forcément, voilà. Donc voilà pourquoi je pensais que c'était intéressant. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses et s'il y a... Moi, je trouve ça très intéressant d'adresser cette question-là en tant que femme perçue comme étant asiatique, ayant des enfants. Pour moi aussi, c'est très important de séparer la femme de la maternité. C'est pas parce que je suis mère que je suis que mère. Et c'est important qu'on puisse... moi, par exemple, c'est très important que moi, je sache, et que mes enfants sachent d'ailleurs, que j'ai une vie en dehors d'eux et que je suis... et que c'est ça qu'ils vont devenir plus tard. C'est-à-dire, ils vont devenir des adultes et ils ne devront pas forcément s'occuper de quelqu'un ou forcément avoir des enfants. Et que, en tant que femme asiatique, l'image de la femme asiatique est aussi très maternelle. Il y a cette idée d'être une femme avant d'être en couple ou fonder une famille. C'est une femme qui est plutôt douce, plutôt disposée à rendre l'homme heureux dans les relations hétérosexuelles, quelque chose de l'ordre du plaisir. Et ensuite, quand la femme perçue comme est-asiatique se marie, alors elle se transforme en fédulogie. Elle est aussi beaucoup vue dans ces métiers du care, du soin, donc que ce soit nourrice, s'occuper de la maison, nettoyer, femme de ménage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique qu'il y a eu en 2017, donc ça fait déjà un moment maintenant. C'était une vidéo on avait appelé ça le Nounou Gate. C'était un professeur émérite blanc qui était assis à une table en Zoom, qui parlait d'un sujet très sérieux comme la dénucléarisation de la Corée ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, un truc vraiment très... un cerveau, quoi. Et en fait, il est vidéo-bombé par ses enfants qui rentrent en trombe dans la pièce. Et il y a un enfant, il est en trotteur, donc il arrive avec ses petits pieds qui bougent par là. C'est hyper drôle. Et donc, il y a un bébé qui arrive. Après, il y a son petit frère, sa petite sœur qui déboule derrière. Et après, il y a une femme qui arrive en disant « Oh mince !» et tout. Et en fait, tout le monde a dit que c'était le fail de la nounou. The Asian Nanny, parce que c'était une vidéo pour la BBC. Donc, et après, il y avait même eu des gens qui étaient terrifiés de perdre son boulot, pardon. Et en fait, après, il y a eu des réactions en disant mais pourquoi est-ce qu'une femme asiatique qui gère les enfants d'un homme blanc est dans l'esprit du plus grand nombre dans les réseaux sociaux considérée comme la nounou? Parce qu'en fait, le raisonnement le plus logique, quand on voit une femme avec des enfants, c'est quand même de se dire que c'est pas la marraine, c'est pas la voisine. Enfin, je veux dire, c'est la mère, quoi. Il n'y a pas la chose de plus logique en quelques secondes de se dire c'est la nounou. C'est assez... ça montre que c'est du racisme, il y a une espèce de truc de syllogisme. Il y a plein de nounous asiatiques, la femme est asiatique, donc la femme est une nounou. C'est vraiment... et donc, ça me rappelle vraiment c'est comme le mythe de la minorité modèle qui est appliqué à une nounou, enfin, appliqué à un métier, en fait, quoi. Comme la nounou philippine, qui serait enfermée dans des stéréotypes positifs de elle s'occupe bien des enfants, elle est douce, elle fait bien la cuisine, et c'est génial, en fait. On peut va pas te crier dessus comme les Noirs. Comme les méchantes. On vous aime bien, vraiment. Non, mais tu vois, c'est marrant cette image de maternité, parce que les maternités des femmes noires, c'est vraiment perçu comme une espèce de maternité aussi autoritaire, tu vois. Tu vois, t'as vraiment les images, même dans les films américains, des femmes noires, des mères noires qui font peur à leurs enfants et qui sont hyper autoritaires, qui font peur à tout le foyer. Angry black woman, c'est ça. femme noire. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, il y a un truc comme ça, c'est une bonne mère, mais quand même une mère pour laquelle, tu vois, tout le monde file droit, en fait. Ouais, il y a la question de la colère qui est très présente. Ouais, exactement.
Et donc, ouais, moi, en plus, donc j'adhère totalement à l'image de la mère asiatique, puisqu'en plus, j'ai 3 enfants, donc j'ai une famille qu'on considère nombreuse. J'ai une carte famille nombreuse qui me permet d'avoir 50% sur les transports en région parisienne. Je tiens beaucoup à cette carte, je tiens à dire que c'est vraiment une aubaine. Et souvent, des fois, dans le regard des gens, quand je dis que j'ai 3 enfants, je sens qu'il y a un truc déjà, ils disent « Ah ouais, mais t'es vachement courageuse !» Et en fait, c'est vraiment... Je sais pas, en fait, si je peux parler de courage en réalité. Alors, je sais bien que ce que ça veut dire. Ça veut dire que élever un enfant, c'est beaucoup. Élever 2 enfants, c'est beaucoup. Élever 3 enfants, c'est beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un truc un peu exponentiel. Mais il y a vraiment cette idée que ah non, mais moi, je peux pas. Non, moi, je pourrais pas. Vraiment, déjà 2, ça suffit. Ou bien, voilà. Et mais donc il y a l'idée aussi que en tant que femme d'une région urbaine avec des diplômes un aussi. statut social qui est le mien, c'est-à-dire classe moyenne, un peu plus, eh bien, ça correspond pas trop à l'image qu'on se fait de moi, quoi, tu vois. Et donc, je pense que ça fait partie du féminisme. Enfin, je pense que c'est très féministe d'aussi de travailler les droits des femmes pour les mères, qu'elles puissent partager en fait la charge de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de la famille, avec non seulement le conjoint, mais aussi avec la société qui nous entoure, puisque, enfin, je veux dire, de la crèche à la prise en charge jusqu'à l'université ou quoi que ce soit, c'est aussi un effort collectif que de vivre ensemble et de se donner un chemin. Et pour moi, c'est très important en tant que mère de détacher la maternité de l'instruction des enfants. Par exemple, enfin, tout ce qu'on appelle la langue maternelle ou l'école maternelle, ça n'a aucun sens. Et qu'il faut détacher de maternelle, en fait. Ça n'a rien de maternelle d'aller à l'école. Et que le monde se portera mieux. En fait, les droits des femmes se porteront mieux, d'ailleurs, dans la foulée, parce qu'on dissocie ça. D'autant plus qu'il y a des enfants qui n'ont pas de mère, soit parce qu'ils ont 2 pères, soit ils n'ont qu'un père, soit, enfin, c'est aussi une question qui est aussi importante de justement décorréler l'idée d'une mère forcément qui sera parent en fait. Le parent n'est pas forcément une mère. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comment historiquement la descendance des femmes noires a subi un sort différent par rapport à la descendance des femmes blanches et des femmes occidentales. Ici, l'histoire des femmes est marquée par l'idée de pouvoir avoir accès à des moyens de contraception et notamment aux interruptions volontaires de grossesse. C'était les luttes des années 60-70. Et c'est intervenu à un moment, c'est ce que raconte Françoise Vergès dans son livre Le ventre des femmes, où parallèlement, à La Réunion, on a stérilisé des femmes noires qui n'avaient pas exprimé le désir de ne pas avoir des enfants, parce que les grossesses des femmes noires ont souvent été considérées comme menaçantes, comme étant envahissantes. Et donc, c'était des grossesses auxquelles il fallait mettre fin, ou en tout cas qu'il fallait prévenir. C'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron quand il parlait des femmes africaines et de leurs grossesses trop nombreuses. Et c'est aussi ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle du grand remplacement, des immigrés qui font trop d'enfants, une descendance qui est potentiellement fauteuse de troubles, qui est potentiellement délinquante. Et donc, c'est une descendance qui a été stigmatisée. Du coup, c'est vrai que le fait pour les femmes noires de s'approprier la possibilité de faire des enfants en paix, c'est important. Et dans ce contexte-là, c'est compliqué en fait de verbaliser un désir de ne pas avoir d'enfants. Parce que le fait d'avoir des enfants qui soient à soi, donc qui ne sont pas dérobés pendant le cadre de l'esclavage, qui ne sont pas dérobés comme les enfants de la Creuse à La Réunion, qui ont été pris à des femmes réunionnaises, donc qui n'étaient pas toutes noires, mais en tout cas réunionnaises, pour être placées dans des familles en France et notamment dans la Creuse, et ben le fait de pouvoir disposer de sa descendance, en tout cas disposer, c'est peut-être pas le bon terme parce que ça objectifie un peu les enfants, mais en tout cas de pouvoir avoir des enfants et les élever sans avoir la crainte de se les voir retirer, c'est un vrai souci hyper important pour les femmes qui sont issues de la colonisation, issues de l'esclavage. Donc c'est dans cet espace-là, il y a vraiment quelque chose de très compliqué. Il y a aussi cette idée de la mère irresponsable. Tu vois, des mères qui font plein d'enfants, puis les enfants, on sait pas ce qu'ils font. Voilà, je me souviens, il y avait Hélène Carrère d'Ancos qui avait dit pendant les révoltes... qui est membre de l'Académie française. Ouais, c'est ça, voilà, qui est la mère de Emmanuel Carrère d'ailleurs, qui avait dit, pour parler des révoltes après la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, alors je la cite de manière approximative, mais vous pouvez retrouver la citation, c'était en 2005, elle a dit, et d'ailleurs on cite ça, de manière plus exacte ce qu'elle dit dans notre livre Kif Taras, que ces enfants sont issus de familles polygames et ils font plein d'enfants qui courent partout, et donc en gros c'était pour ça qu'il y avait autant d'agitation en banlieue, parce que voilà, ils sont polygames, ils ont plein d'enfants, et puis voilà, ils savent plus les contrôler, etc. Mais cette idée-là des enfants qui sont pleins et puis qui sont partout et qui foutent le bordel en France, c'est vraiment quelque chose de très présent. Moi, quand j'ai eu mes enfants, mon voisin de palier m'a dit:
Ah, les allocations, ça y va, hein. Oh là là, Non, mais c'est incroyable. En fait, j'étais sidérée. Je me suis dit, waouh, en fait, on est au 21e siècle et il y a encore un gars qui me dit que je vis au crochet de la société. Alors mais que quand même, c'est un truc de fou. C'est tellement... Ouais. Et je voudrais dire aussi, c'est vrai que cette image de... moi, j'ai été élevée par une mère qui a dû travailler pour subvenir à nos besoins. Et en fait, son rêve, en fait, à ma mère, c'était de ne pas travailler. Et donc, je pense que c'est très important pour les femmes d'avoir le choix, de pouvoir donc se libérer d'un foyer si ce foyer est pesant et de pouvoir travailler pour être indépendante. Et je pense que l'indépendance financière est extrêmement importante. C'est pas pour aller à l'encontre de ça, mais que le fait du travail à tout prix, moi, ça ne me parle pas. Parce que elle, ce qu'elle espérait, c'était pouvoir s'occuper de ses enfants, ne pas avoir à se lever, à les laisser, à devoir aller travailler et ne pas les voir grandir. Et donc, je pèse, en fait, quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait en fait le mix entre ce que j'avais absorbé en tant que femme française, c'est-à-dire oui, les enfants, faut les faire garder, faut rester une femme libre, et faut une femme qui gagne des sous et pouvoir être quelqu'un. Et aussi l'image que j'avais de ma mère ça me déchire le cœur de laisser mes enfants pour aller pointer. Et ça, je pense que lorsqu'on est une femme non blanche mère, on doit faire merger ces choses-là, comme on m'a dit, ah non, mais tu fais garder tes enfants par une nounou, mais ça, c'est pas du tout dans notre communauté. Ou t'as une femme de ménage, mais pas du tout, mais ça, c'est pas du tout chez nous. Chez nous, on lave nous-mêmes nos appartements. Et tu vois, tout ça, en fait, c'est des choses qui te travaillent vachement quand tu évolues dans la société, parce que t'as des choses qui te paraissent contraires en réalité et qui ne le sont pas forcément. En fait, c'est une question de choix et c'est pas une question d'injonction. Bah, c'est vrai que la maternité, dans un contexte qui est le contexte, par exemple, du pays d'origine de mes parents, c'est pas la même chose. Mes parents viennent du Sénégal. Quand t'as des enfants, tout le monde s'occupe de tes enfants. Donc, du coup, le poids n'est absolument pas le même. C'est pas du tout la même conséquence sur ta vie parce que tes enfants, déjà, tu les laisses pas à une personne qui est inconnue. Et c'est vrai que tout le monde s'en occupe. Moi, je me souviens quand on allait au Sénégal avec ma mère, elle partait le matin, elle allait faire sa vie, elle nous laissait avec sa famille. Et en fait, tout le monde nous gérait. Je sais plus, il y avait une cousine de 15 ans qui nous faisait nos déjeuners. Le soir, c'était une autre cousine. Entre-temps, je ne sais plus, nous emmener peut-être à la plage pour aller nous amuser, etc. Donc, ma mère n'avait pas ce souci-là. Dans un contexte français, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il y a le coût mental de poser la question de est-ce que son enfant est dans un contexte où il est bien, et puis après le coût matériel, c'est pas gratuit non plus de laisser ses enfants en garde. Ouais, c'est vrai que le poids de la famille nucléaire en France, donc la famille est uniquement composée d'un papa et d'une maman, puisque c'est encore le schéma le plus l'hétéronormativité, le schéma auquel on se réfère, avec donc 2 enfants, un chien, une maison, 2 voitures, et il n'y a pas le support communautaire, le support de la communauté pour prendre en charge collectivement les enfants. Et c'est à ça que les crèches, en fait, sont venues pallier en fait cette idée que très tôt, il faut quelqu'un pour soulager en fait le quotidien des parents. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser que je suis issue d'une famille africaine assez atypique, puisque ma mère n'a eu que 2 enfants. Mais je pense que ma mère n'a eu que 2 enfants parce qu'elle habitait en France, en fait. Elle a réfléchi, elle s'est dit, c'est exigu, je veux que mes enfants aient de l'espace pour faire leurs devoirs, etc. C'était vraiment un calcul. Mais je suis convaincue que si ma mère nous avait eu au Sénégal, elle n'aurait pas eu que 2 enfants. Moi, je connais pas de mère... dans ma famille, je vois aucune femme... qui n'a eu que 2 enfants. Et c'est vrai que c'est vraiment atypique. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis autorisée à penser la non-maternité, parce que j'étais déjà dans un contexte familial qui n'était pas conforme, en fait, à ce que je pouvais voir autour de moi dans des familles qui avaient des backgrounds culturels équivalents. Et c'est vrai que cette question du désir d'enfant, elle est... Je me suis rendu compte en préparant cet épisode que moi, je n'avais jamais eu de raison pour avoir d'enfant. C'est-à-dire que c'était un schéma que j'avais appris, qui me paraissait naturel, mais qui ne l'était pas du tout, évidemment. Mais que moi, j'ai toujours, étant une femme hétérosexuelle, qui était en couple, c'était pour moi quelque chose qui venait assez linéairement, comme quand tu avais un permis à 18 ans, en fait, quoi. C'était... J'ai pas eu le permis. Rien de ça commençait mal. J'ai même pas passé. Et c'est intéressant de voir comment... tu t'es questionnée sur la non-maternité, alors que moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je voulais des enfants. En fait, j'ai vraiment su que je voulais des enfants quand j'ai eu un enfant. Quand j'ai eu un enfant, je me suis dit, c'est sûr, j'en veux d'autres. Ça tombait bien. Voilà, mais sinon, c'est pas une question que... on pose pas ça aux enfants. On disait pas aux enfants...
comment tu te vois plus tard, quoi. Mais tu vois, en même temps, cette question d'avoir des enfants, parce qu'en lisant du coup sur le sujet, c'est que c'est les filles qui savent qu'elles veulent avoir des enfants quand elles sont petites. Et que, en fait, les garçons, apparemment, se posent moins la question et sont moins en train de se projeter dans la parentalité, dans l'adolescence, parce que c'est vrai que nous, on est conditionnés par les poupées, par ça. Et moi, je te dis la vérité, quand j'étais jeune, je pensais que j'aurais des enfants, mais parce que c'était vraiment la logique de la vie d'une femme hétérosexuelle, quoi. Si tu te maries, t'as des enfants. Et j'ai dû m'interroger sur le non-désir parce que, déjà, je pensais que j'aurais des enfants, mais en vérité, je n'en voulais pas. Donc, dans ma tête, c'était quelque chose de très abstrait, quoi. Je me dis, j'aurais des enfants, etc. Mais en vérité, pendant toute la période où j'étais censée mettre les choses en œuvre pour avoir des enfants, je repoussais pendant toute la trentaine. En fait, je me disais, je voyais les gens avoir des enfants, je me disais plus tard. Et c'est vraiment quand j'ai eu 40 ans que je me suis dit, bon, là, si tu veux des enfants, faut quand même que soit tu y vas maintenant, et voilà. Et honnêtement, j'ai jamais ressenti de désir d'enfant. C'est-à-dire que j'avais l'idée que j'aurais un enfant, ou déjà, je n'en voulais pas dans plus d'un, mais parce que c'était juste la norme. Et c'est quand j'ai vu que j'en avais pas, et que je me suis dit, tu vois, je me suis interrogée parce que voilà, en fait, t'es obligé de te poser la question, de te dire, bon, en plus, quand t'es dans un couple où le désir d'enfant ne repose que sur toi, tu te dis, bon, parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui avait déjà un enfant, qui n'avait pas forcément envie d'en avoir, tu te dis, est-ce que vraiment je veux un enfant ? Et là, je pense que tu vois, c'est un truc qui te vient pas naturellement, en fait, tu vois, naturellement dans le sens de la nature, de la manière dont la société a charpenté ta nature de femme hétérosexuelle, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis sur les hommes, parce que si je pense aux hommes perçus comme étant asiatiques, il y a cette idée que, évidemment, on ne leur demande pas s'ils veulent ou pas des enfants plus tard, mais que de toute façon, ils seront responsables. D'accord. La question de la responsabilité, elle est hyper importante. C'est comme une charge, un poids. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un spectacle de Ali Wong, cette humoriste américaine, qui raconte que quand elle a rencontré son mari, il sentait la responsabilité. Il y a un extrait comme ça qui est hyper drôle. Et qu'elle pouvait sentir sur lui. Il sortait de Harvard et il sentait la responsabilité. Un truc comme ça, ouais. Ça veut aussi dire à quel point les attentes sociales varient selon les perceptions et ce que les gens ce qu'ils engrangent au cours de leur évolution en tant que de passage de l'enfant à l'adulte. Et pour revenir sur la question des choix qui sont les raisons. Pour revenir sur la question des raisons qui sont le plus souvent invoquées pour justifier le non-désir d'enfant, on peut citer la carrière. Donc c'est renoncer en fait à une maternité, à la parentalité pour favoriser sa carrière, pour aller plus loin, avoir plus d'ambition. Il y a aussi la question de l'écologie, c'est-à-dire que faire un enfant, c'est ce qui est le plus polluant. Donc il faudrait, pour préserver la planète, il faudrait ne plus faire d'enfants. Il y a aussi la crainte de mettre au monde des enfants dans un monde difficile. Donc, et encore plus lorsqu'ils ne sont pas blancs. Donc, la question des violences, la question de du racisme, et donc, en fait, de préserver un être de tout ça. Et ensuite, il y a aussi des arguments qui sont dits féministes, donc la question de la charge mentale, l'accentuation des rôles de genre dans les couples hétérosexuels. Donc tout ça, ça forme plusieurs raisons dans lesquelles, qui peuvent expliquer des choix, mais pas que, en fait, il y a peut-être juste... En fait, moi, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui justifient le non-désir d'enfant à travers tous ces arguments, mais je pense qu'on n'a pas besoin de justification écologique, politique ou morale. Enfin, moi, je veux pas d'enfant, mais je veux pas, en fait. Enfin, il y a pas... C'est pas pour ma carrière, c'est pas pour préserver la planète, même si je trouve que c'est important, et je suis contente, du coup, que ça rééquilibre mon bilan carbone, qui est... Tu prends l'avion, mais t'as pas d'enfant. Exactement, bon. Donc ça va, ça... Mais tu vois, c'est juste, en fait, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, et c'est pas que les enfants ne m'intéressent pas, tu vois, j'ai des enfants autour de moi, je les aime bien, mais la maternité ne m'intéresse pas. Et du coup, c'est compliqué, en fait, de juste dire, non, en fait, je veux pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour, parce que je veux les préserver d'un monde difficile, même si je pense qu'effectivement, ça aurait été compliqué, puisque je sais que mes enfants auraient été, en tout cas, si j'avais eu des enfants biologiquement, ils auraient été probablement noirs, et donc, du coup, il y a toutes les questions que tu te poses, surtout quand t'as un garçon, les violences, etc., donc je comprends ça, mais c'est pas la raison. Et en fait, c'est un peu la question tu viens d'où, ouais, c'est ça, mais appliquée à ton utérus. Exactement. Mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Et là, tu vas nous sortir des trucs très intimes Alors, c'est parce qu'une fois, ma grand-mère...
Non, c'est le côté intrusif parce que les gens, en fait, ça les met mal à l'aise parce que tu vois, il y a toujours ce truc-là où en fait, tu veux pas. Et puis il y a le côté où on me dit souvent, non, mais tu dis ça, mais ça va venir, quoi. Et tu sais, t'as le côté, tu dis, et maintenant, je dis non, mais en fait, je vais avoir 44 ans dans 2 mois. Donc, tu vois, genre, parce que les gens pensent que je suis beaucoup plus jeune que je le suis vraiment. Donc, tu vois, les gens, déjà, ça les calme un peu. Tu dis, bon, je veux dire, je sais, en fait, si je veux pas, je sais. Puis là, j'ai pas trop de marge, donc non, en fait, vraiment, non, ça va pas venir, du tout. Et généralement, les gens, ça ferme un peu la conversation sur ça. Mais il y a toujours ce côté-là où les gens ils disent, non, mais t'inquiète pas. Non, mais c'est hyper paternaliste exactement, de dire ça. Tu sais pas, mais avec le temps, tu verras. De dire, non, mais t'inquiète pas, tu sauras plus tard. Ouais. Exactement. Tu vas avoir un éclair de génie. Un éclair maternel. Et dans la société, il y a une forme de pression, en fait, à avoir des enfants. Encore aujourd'hui, on accuse les personnes qui font ce choix d'être égoïstes vis-à-vis d'un être, d'un possible enfant qui n'existe pas encore. Donc toi, tu serais très égoïste. Ouais, par rapport à quelqu'un qui moi, je serais n'a pas très généreuse. C'est ça, t'es hyper généreux. Mais tu vois, c'est bizarre parce que c'est pas comme si tu donnais quelque chose. Tu donnes naissance à quelqu'un ou tu lui donnes une filiation. Si l'enfant, tu n'en accouches pas physiquement. Mais c'est bizarre, en fait, ce truc de t'es égoïste. Je dis, mais il y a des gens, des fois, qui font des enfants pour des raisons égoïstes aussi. Donc, il y a plein de raisons d'avoir des enfants, mais tu peux avoir aussi des raisons, des fois, des raisons narcissiques de faire des enfants. C'est pas toujours le cas, mais il y a plein... Enfin, tu vois, c'est bizarre. Et puis, oui, pardon de me placer au centre de ma vie. Excuse-moi, mais oui, je suis le centre de ma vie. Et je vais pas donner mon utérus à la générosité collective et en faire quelque chose de qui appartiendrait à la générosité qu'on attribue aux femmes. C'est trop bizarre, en fait, de dire que tu dois être généreuse et tu dois être une vraie femme et tu dois donner un truc pour satisfaire, en fait, les gens, quoi. C'est trop bizarre. Effectivement, on a parlé un petit peu de ça aussi. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a aussi des freins culturels. Tu vois, quand t'es issue d'une famille africaine, je pense que c'est pas seulement le cas, en tout cas africaine, ouest-africaine, sénégalaise, on va dire, pour être plus précise. C'est compliqué parce que les enfants sont vraiment perçus comme aussi une potentielle ressource. Au Sénégal, il y a une expression, les gens disent les enfants, c'est la retraite. Et c'est vrai que vu ce qui nous attend en termes de réforme des retraites en France, ça a aussi une signification. L'idée, c'est quand même de dire que les enfants, en fait, permettent d'assurer les vieux jours des parents, notamment matériellement. Et c'est vrai que c'est une vérité. C'est vrai que souvent, quand on est adulte, on aide nos parents. Même quand on est socialisé en France, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, d'aider nos parents ou nos aïeux qui sont restés dans le pays de nos parents, etc. C'est quelque chose qui est très... Et donc, il y a toujours ce côté, comment tu vas faire si t'as pas d'enfant et si t'es en galère, qui va t'aider, quoi. Bon, déjà, la première des choses, c'est que tes enfants, des fois, ça peut être des connards, en fait. Tu vois, non, mais... Donc peut-être qu'ils vont pas t'aider, en fait. Ils même t'abandonnent. Si tu les as, c'est ça existe, en fait, des enfants. Je veux dire, même si t'es une bonne personne, tu peux élever des enfants qui t'aiment pas ou que t'aimes pas ou avec qui ça se passe mal. Donc c'est pas une garantie, je pense. Je pense que si tu mises ton plan retraite sur tes enfants, c'est un peu... mettre tes yeux dans le même panier. C'est ça, c'est un peu bancal comme plan. Et qu'en fait, je sais pas, après, je comprends, mais je pense que ça peut pas suffire, en fait. Et puis c'est bizarre, en fait, de dire que tes enfants, c'est un plan retraite, quoi, et que c'est le calcul qui fait que tu décides d'avoir des enfants. Et puis la pression pour les gamins, c'est-à-dire que, tu vois, c'est vrai. Tu fais tes enfants et pour une raison, c'est ta banque. Ça va pas, c'est pas non plus quelque chose de serein, tu vois. Évidemment qu'il y a plein d'enfants qui aident leur famille sans avoir le couteau sous la gorge et qui le font généreusement, mais ce n'est pas, c'est bien quand ce n'est pas une obligation et que toi, si tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins plus ceux de ta famille, tu n'es pas une mauvaise personne pour autant. Ouais, c'est ça. Et puis après, il faut dire la vérité, il y a aussi pas mal de parents qui taxent leurs enfants, tu vois, qui prennent les bourses quand ils sont chez eux. Enfin, tu vois, ça existe aussi, parce qu'il y a aussi cette idée de l'enfant qui doit participer, de manière parfois un peu obligatoire, quoi. Et après, je pense que le sens de la descendance prend une tournure particulière quand on est issu de familles qui sont déracinées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ça aussi qui peut être important quand on est issu d'une famille, de dire que, après, moi, j'ai un frère qui a des enfants, donc il n'y a pas le même enjeu. Ma mère est grand-mère, donc elle comptait pas que sur moi, heureusement. Donc la question est en tout cas réglée pour cette génération des enfants de mon frère. Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi quand t'es déraciné de te dire que finalement, peut-être que ta famille va s'éteindre là. Je dis pas que c'est forcément important. Moi, ça me dérange pas l'idée que, après moi, ça y est, de toute façon, des dialogues, il y en a tellement que je pense que... T'as une grande famille, c'est bon. C'est ça, on était 3 dans l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique du Sénégal, donc voilà. Je pense que potentiellement, en termes de dialogue, ça va. Mais pour être plus sérieuse, ça me dérange pas de me dire que directement après moi, je sais pas, mon ADN
ne se reproduira pas, enfin même s'il est en partie dans mes neveux, je pense, mais c'est pas très grave en fait. Mais je comprends que ça puisse être bizarre en fait, en tout cas ça peut être compliqué de l'accepter, surtout quand tu es dans un endroit qui est pas l'endroit de tes aïeux. Oui, je pense que, moi dans ma famille asiatique, je pense que si j'avais pas eu d'enfant, j'entendrais encore mes tatas me respirer dans le cou. Et donc et puis je le vois que ça arrive à d'autres femmes qui ont fait ce choix-là. Elles le sont constamment, on les questionne, c'est presque du harcèlement en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les hommes. Pour les hommes, il y a ce côté, de toute façon, il peut se marier tard. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la pression biologique de l'horloge qui tourne. Alors que si, c'est pas... Je veux dire que les hommes vieux, ils font pas des enfants facilement, il faut arrêter. Oui, et puis t'imagines la patience, la disponibilité, tout ça, quoi. C'est pas du tout idéal. Mais tu vois, ce sexisme-là, il joue là, à ce moment-là. Et par contre, j'ai quand même moi, j'ai un pan de ma famille qui a des tatas et des tontons qui ont choisi de pas avoir d'enfants. Donc, je parle de ça, ils ont maintenant 70 ans. Il y a quand même d'autres gens qui disent, mais comment ils font? Ils doivent être seuls. Enfin, il y a vraiment une génération avant nous, il y a déjà ce truc de je pense qu'ils s'ennuient quand même, hein, tu vois. C'est vraiment un jugement sur leur vie, sur comment ils ont choisi de vivre. Et j'ai aussi une partie de ma famille qui sont des personnes LGBTQIA+, et qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, et aussi parce qu'ils sont aujourd'hui ouvertement queer. Et ça, je pense qu'avec l'âge, c'est plus accepté. Mais quand ils étaient plus jeunes, c'était vraiment... non, mais on va trouver une fille ou un homme, selon leur genre. Et c'était vraiment... c'était vraiment lourd. Et je pense que pour eux, c'était vraiment difficile, quoi. Donc, tout ça fait pas avancer. Ça fait pas avancer notre cause. Mais tu vois, je repense à une anecdote. Il y a pas longtemps, j'étais partie à Bamako et je parlais avec des femmes et tout. Là-bas, les gens, comme ça peut être le cas au Sénégal, mais au Sénégal, je suis avec des gens qui me connaissent, donc on va pas me prendre la tête parce que les gens, connaissent plus ou moins mes choix. Mais là-bas, les gens me connaissaient pas et ils avaient bien capté donc j'étais originaire du Sénégal et tout. Et donc, une femme qui me pose la question, t'es mariée, ton mari, c'est quoi, il est quoi, il est de quelle origine et tout machin. Voilà. T'as des enfants? Non. Et puis, silence. Et je dis, j'en veux pas, tu vois. La meuf, elle était tellement choquée. Ah non, ne dis pas ça. Non, il faut que tu fasses un enfant. Elle m'a suivi toute la journée. S'il te plaît, fais un enfant. Fais un seul enfant. Fais-le pour moi. C'est ça. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Fais-le pour moi. Non, mais non, ne dis pas ça. Réfléchis. Et toute la journée, elle m'a suivie. Elle m'a dit non, pense à moi. Fais un seul enfant. C'est pas beaucoup, un seul enfant. Mais vraiment, c'était incroyable comme elle était. Elle ne voulait pas l'accepter, quoi. Et et je pense que c'est quand même assez commun de dire, mais c'est pas possible. C'est sa mission, en fait. Ouais, c'était exactement. Elle s'est dit, c'est pas possible, elle est dans l'erreur et elle va regretter. La bonne action de la journée, c'était toi. De me convaincre. Ouais, c'est terrible. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée de regret, tu vois, parce que les gens se disent... ah oui, tu vas le regretter plus c'est ça, tard. je vais le regretter quand j'aurai, quand je pourrai vraiment physiquement plus en avoir, même s'il y a toujours des possibilités autres d'établir des filiations. Mais on se dit pas que tu peux regretter d'en avoir, en fait. Je veux dire, ça existe. Il y a des gens qui aiment leurs enfants, mais qui regrettent en fait d'avoir fait cette démarche et de s'être laissés happer par la norme dominante. Donc, je pense que c'est pire quand même de regretter de prendre une responsabilité qui t'engage quand même pour très très longtemps. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Moi, c'est vrai qu'aussi, je me suis posé la question de ça se trouve, je dis ça aujourd'hui et peut-être que dans 10 ans, j'aurai les boules et machin. Mais franchement, je pense que j'aurais plus regretté de faire un choix qui ne correspond pas en fait à ma personnalité, tu vois. Mais c'est pas simple. Et puis après, pour en revenir aussi à... C'est vrai qu'en lisant le livre de Charlotte de Best, j'ai vu que les profils de femmes en fait qui voulaient pas avoir d'enfants, en tout cas ceux qu'elle a interviewés, c'était vraiment des profils particuliers. En fait, une majorité de femmes qui étaient diplômées de l'enseignement supérieur. Donc on voit que c'est quand même un choix de classe. Mais on se demande aussi dans quelle mesure c'est pas une classe qui est capable de formuler un désir, un non-désir d'enfant, peut-être différemment de ce que dans des codes qui correspondent en fait à ce qu'on peut entendre sociologiquement par rapport à d'autres qui vont pas forcément le formuler de la même manière. Et ce qu'elle disait aussi, c'est que le fait de dévier d'une norme sociale aussi forte, c'est aussi avoir les moyens de faire en sorte que ça ne soit pas coûteux socialement. Parce que, évidemment, les enfants, quoi qu'on en dise, ça donne un statut social. Et quand on peut compenser cette absence de statut social par autre chose, c'est plus facile de faire ce choix et de le formuler. Et je m'étais pas forcément posé la question dans ces termes, mais c'est vrai que quand on estime qu'on a une assise, je pense qu'on peut se dire, je ne veux pas avoir d'enfants. Moi, c'est vrai que la période où j'aurais pu, en fait, envisager d'avoir des enfants, c'est aussi une période
vraiment spéciale. C'est la période où je suis devenue un personnage public et où ma vie a été transformée et remplie de quelque chose de vraiment très particulier et de très important. Ce qui fait que j'ai pas été confrontée à des gens qui m'ont regardée de manière apitoyée sur le fait de pas avoir des enfants. J'ai l'impression que les gens qui m'ont croisée se sont toujours dit « Ah ouais, non mais elle, avec sa vie de ouf, c'est normal qu'elle ait pas d'enfants. » Et donc, j'ai pas eu ce côté de... J'ai pas subi, en fait... Oh la pauvre. Ouais, ça, je l'ai jamais ressenti, mais je pense que c'est parce que j'ai une situation vraiment particulière. Et je pense que j'ai une compensation sociale, et personne... Je sais que je fais pitié à personne, à part à cette femme au Mali... qui doit encore être en train de faire des doigts... Elle prie pour toi. pour que j'ai des enfants. Mais tu vois, je pense que c'est plus facile, en fait, d'assumer un choix comme celui-là, quand, par ailleurs, les gens ont l'impression que tu mènes une vie trépidante, en tout cas, qui te laisse pas tant de place que ça pour autre chose, quoi. Donc, c'est aussi un luxe, quoi, tu vois. Sur la question de la parentalité comme moyen de transmission, ça aussi, c'est ce qui est en question, en fait, dans cette question de désir d'enfant, de maternité. Moi, je pense qu'il faut vraiment, tu vois, décorréler la transmission de la parentalité, en fait, parce que la transmission, elle se fait de manière, en fait, d'individu à individu, en réalité. C'est-à-dire que moi, j'aime pas ce mot materner. Tu sais, on dit ce mot materner. Ah oui, c'est vraiment une petite maman, elle materne et tout. Comme si, tu vois, prendre soin des autres, c'était clairement quelque chose de en fait, le féminin, c'est pas les femmes, en fait. Il y a du féminin dans beaucoup de choses. Enfin, et donc ce terme, comme dire, ah vraiment, elle materne déjà, elle adore s'occuper des autres et tout. Et en fait, on dirait jamais d'un homme qui paterne, en fait, ou que ça n'existe pas, ce mot-là. Et donc, la filiation, elle n'est pas nécessaire pour la transmission. La transmission, elle se fait d'un professeur à des élèves, d'une voisine à des voisins. Enfin, il y a vraiment une question de... La transmission, c'est en fait, c'est la fluidité de notre self-éducation, en fait, et de comment est-ce que ça va voyager autour de nous. Et donc c'est de dire que toi, Rokhaya, tu n'as pas d'enfant, donc tu ne pourras pas transmettre. C'est faux, puisque en fait, dès que tu es sur un plateau de télévision et que tu fais une phrase, il y a des gens qui le postent sur leurs petits écrans. Et ça, c'est de la transmission. En fait, tu transmets quelque chose de toi, et donc tu n'es pas la mère de toutes ces personnes-là, et ce n'est pas de ta famille, mais c'est une filiation d'ordre intellectuel. Et tu partages, en fait, des leçons que tu as tirées de ta propre vie avec d'autres personnes. Et c'est complètement séparé de la question de parentalité ou de la question de maternité. C'est vrai que je ressens un vrai besoin de transmettre. J'estime que le fait de faire ce que j'ai fait, notamment d'avoir expérimenté le fait d'être dans des espaces très masculins, d'être la seule femme, la seule noire, etc., je pense que c'est une expérience singulière que j'ai essayé de transmettre à travers des écrits ou en parlant. Donc moi, c'est vrai que ce besoin de transmettre, je le ressens, mais je le lie pas effectivement à la parentalité. Et pour moi, c'est important parce que tu peux aussi nouer des liens avec d'autres personnes plus jeunes que toi, qui peuvent être des personnes de ma famille, par exemple, des enfants de ma famille, avec qui j'ai des relations quand même d'adulte à enfant. Je suis belle-mère aussi. Et il y a aussi un truc une habitude culturelle qui existe au Sénégal, qui est l'homonymie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu nommes ton enfant, tu lui donnes le nom d'une personne à laquelle tu tiens. Donc moi, je suis l'homonyme d'une personne qui est décédée aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'ai des homonymes, en fait. Donc, c'est un peu comme si tu étais leur marraine. Et donc, tu as des enfants qui portent ton prénom et en fait, avec lesquels tu as un lien, avec lesquels tu communiques, tu leur fais des cadeaux, etc., etc. Donc, tu vois, tes homonymes, c'est pas tes enfants, mais c'est quand même des gens avec qui tu as un lien particulier. Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut créer du lien, créer une forme de filiation indirecte avec d'autres jeunes sans que forcément tu sois leur mère ou leur père ou leurs parents. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de puiser dans d'autres cultures, tout simplement pour se placer dans cette question-là de la succession, en fait, et de la descendance. Si c'est pas une descendance biologique ou filiale, c'est aussi intéressant. Sur ces très belles paroles, nous souhaitons un très beau 8 mars, journée de célébration des droits des femmes. Nous avons quelques recommandations pour aller plus loin dans cette réflexion, notamment le podcast « Tant que je serai noire » sur le désir de maternité ou de non-maternité des femmes noires, créé et animé par Tsipora, qu'on salue. Ouais, c'est un super podcast d'entretien avec des femmes noires qui est vraiment pionnier dans ces questions-là et qui pose la question à des femmes noires qui ont décidé d'enfanter ou de ne pas enfanter ou d'être enfanter dans le sens pas forcément biologique, évidemment. Et ça, c'est vraiment super intéressant.
Et aussi le livre que tu as cité tout à l'heure, Charlotte de Best, Le choix d'une vie sans enfant, aux presses universitaires de Rennes. Et aussi le livre de René Grezard, Choisir d'être mère, qui vient de paraître chez J.C. Lattès. C'est la fin de ce numéro spécial de Kif Taras où nous étions deux, une fois n'est pas coutume, pour parler d'une situation qu'on associe beaucoup aux femmes, mais qui ne les concerne pas nécessairement toutes. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont concernées. Tout le monde est concerné parce que oui. Soit vous avez des enfants, soit vous n'en avez pas. Donc a priori, sinon vous n'êtes pas en vie, donc je pense que vous pouvez pas nous entendre. Donc si vous avez des choses à dire sur cette question-là, n'hésitez pas, ça nous intéresse d'entendre parler des femmes aussi issues d'autres groupes racialisés. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on aimerait entendre de votre part. Donc écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant Kiftaras sur Twitter, Facebook ou Instagram ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani, le retour. Super. Merci Adèle. Merci. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya.